On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté, FBB, vous parlez ici, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes avec une légende. Légende du reggae, anti-FM légende. Peut-être que le mot est trop petit. Yanis Odoa. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas. Respect. Je pense que tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à connaître à travers l'interview. Alors d'habitude tu es sur l'Hexagone. Là, tu es ici pour 2 concerts, c'est ça? 2 shows, ouais. Normalement 1, mais comme il a été justement, plein. C'était fullback, donc vous avez fait un deuxième. Ça fonctionne? C'est à l'hôtel Batelière, c'est ça? L'hôtel La Batelière, ouais. Ok, bon, ben, le prochain, c'est mercredi 26, c'est ça? À l'hôtel La Batelière aussi. N'hésitez pas à aller regarder ça. Justement, on va essayer de faire un petit... Alors ça, on ne pourra pas tout résumer parce que la carrière est super longue. Mais on va essayer de parler un peu de la carrière de Yanis Odoa, qui est un pilier du reggae, comme je disais. Alors déjà, tu commences dans le son à 10, 11 ans, ouais, en 88. Ouais. Alors comment je sais que tu es le petit cousin de Daddy Harry. Le cousin de Daddy, ouais. Comment tu tombes dedans? Eh ben, ça s'est fait très naturellement en fait. C'est Harry que j'allais voir souvent en prestation quand il performait en sound system. Et j'aimais entendre ses lyrics en fait. Donc à 10 ans déjà tu étais en sound system. Ouais, j'allais le voir. C'était pas compliqué, les parents te disaient Non, mais comme j'étais avec le cousin, donc ça va. Donc ça passait plus facilement. Je partais avec lui, bon, donc c'était cool. Et le fait que il n'y avait pas beaucoup de son à l'époque, donc lui il répétait chez lui tous les jours. Et donc j'allais chez lui tous les jours, donc jusqu'au jour où je connaissais tous ses lyrics par cœur. Et c'est un jour où il a fait une prestation, c'était à Ravine-Vilaine. En ville, à Fort-de-France. Ça se passait sur le terrain de foot. Et il venait de faire sa prestation quand je suis arrivé. Et donc je suis allé le check, lui dire que c'était bad, quoi. Il me fait, ah t'es là, il est remonté sur scène, il a dit, bon ben maintenant je vais vous présenter un jeune artiste qui s'appelle Little Yanis. Donc je me retourne, je le cherche, je le trouve pas, il me donne le micro, il m'a dit, bon, les gens ils t'attendent là, donc c'est toi qui te débrouilles. Et tu savais pas du tout qu'il allait faire ça? Ah ben du tout, j'étais juste allé le check pour lui dire, ouais, bad. Des textes déjà préparés ou... Non, même pas. En fait, c'était ces textes que je connaissais pas en cœur et j'avais fait un morceau qu'il avait sorti sur l'album avec Don Miguel qui s'appelait Scandale. Ok, d'accord. C'était un morceau qui faisait qui aime la bien ça, aime la danse, doit me le prouver. Dans cette association que ça sur scène, ça a pété. Ça a pété, mais tous les potes qui étaient là et tout. Ils m'ont fait, ah, on savait même pas que tu chantais. J'ai dit, mais même moi, je savais pas. Donc à ce moment-là, tu as 11 ans environ. Non, 10 ans, j'avais 10 ans. Ouais. Et alors, tu sors ton premier album à 13 ans? Ah, ouais, 13, je l'ai sorti en 92. Ok, d'accord, j'ai un an du coup. Et comment le cheminement se fait à partir de cette prestation jusqu'à... Parce que sortir un album, c'est pas comme ça. Non, mais surtout à l'époque, cet album-là, on l'a enregistré sur Bonne. Tu vois, c'est pas, ce sont des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'était au studio de Emmanuel Granier à Trinité qu'on avait fait ça à l'époque avec... c'était qui était ingénieur? C'était... c'est Guanel, je crois. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était et c'est grâce aux connexions de Daddy Harry que tu as fait complètement, ça. Voilà, exactement. C'est Harry, en fait, à cette période-là, il voyait que j'étais vraiment passionné par ça. Il m'a dit, bon, ben, si tu travailles bien à l'école, ben, on va t'offrir un petit cadeau après. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et après, un jour, il m'a emmené en studio, il m'a dit, bon, ben voilà, là, je t'emmène, là, on va enregistrer ton album. Et vous avez pris combien de temps pour enregistrer cet album? On a dû le faire à tout casser en un mois et demi, quelque chose comme ça, ouais, parce que bon, ça fallait aller vite aussi à cette période-là, quand tu étais en studio. Ça devait coûter cher le studio. Ça coûtait cher, justement, donc il fallait rentrer, il fallait assurer direct. Et c'est là que tu as vu que ta passion c'était ça Mais pas tout de suite en fait, ça a toujours été... j'ai eu de la chance que ça a été de la demande en fait. Après la première prestation que j'ai faite avec Harry à Ravine-Vilaine, tous les voisins qui étaient là me disaient, chaque fois qu'ils me croisaient après, c'était quand est-ce que tu vas faire un truc, quand est-ce que tu vas faire un truc, jusqu'à ce que j'aille dans un autre sound. Ils m'ont vu là, ils m'ont dit, il fallait que je prenne le micro, bon, jusqu'à ce qu'on sorte cet album. Et après cet album-là, pareil, ça a été la demande qui a fait que j'ai continué, quoi. Ok, d'accord. Comment s'appelait le premier album? C'était La Méthode, Little Yanis. Ok, La Méthode. Donc là, à ce moment-là, tu as 13 ans. Et le son où on t'a, entre guillemets, connu, c'est America, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est sur Red Zone, ça. Ouais, c'est ton premier hit.
T'as quel âge à ce moment-là? Quand je fais America, j'ai 16 ans à peu près, ouais. Ok, donc c'est environ 3 ans plus tard. Ouais. Entre-temps, tu écumulais son système, etc. Ouais, on avait fait Jungle Party, Dancehall Party entre-temps avant. Des compiles? Ouais, des compilations qui ont bien tourné ici au pays, là, franchement. Ouais, où il y avait Pline qui chantait Yodo Pakanori, Chouval, Bouba, officier. Ok, d'accord, donc tu étais déjà sur tout ce truc-là. Ouais, c'était sur le morceau. On avait fait un morceau avec Junior Lee à cette période-là. Ok, d'accord. C'était un morceau qui s'appelait Crime sur le rythme. Nous sommes les plus jeunes, nous sommes les meilleurs. Nos siens sont un tout dans son cœur. Et à ce moment-là, toujours pas, tu te dis, tu es déjà passionné à ce moment-là? Ouais, déjà passionné. Ouais. Là, ça y est, je suis piqué. Et quand America, tu enregistres America, est-ce que tu te dis, ok, ça va être mon premier gros single, mais tu fais ça? Du tout. Ah non, du tout. Quand on est rentré en studio, c'est Jama Keita et Laurent Leduc qui m'avaient invité à cette période-là pour participer à ce projet de Red Zone. J'étais invité pour faire un morceau qui s'appelait Bad Boy Story sur la compile à la base. Okay. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, regardez les gars, je pose plus de la même manière et tout. Ils m'ont dit, ouais, mais vas-y, fais, et puis on va voir. Ouais. Et quand j'ai posé le premier morceau, ils m'ont dit, ouais, donc ça a été validé. Ensuite, on m'a proposé un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et c'est le morceau America, c'est le dernier morceau que j'ai enregistré sur l'album. C'est Little Sister. Avec Little Sister. Elle était déjà présente sur le morceau? Ah, carrément, c'était son morceau à la base. Okay, et Laurent Leduc, il me disait, ouais, ça manque un DJ dessus et tout. Donc j'ai essayé un truc et quand on a essayé même, il avait déjà commencé à enregistrer. Et puis après, c'est resté quoi. C'est un peu comme Thierry Fabulous quand il a fait Action. Non. Watabagamont. Exactement, ça faisait un peu ce style-là. D'ailleurs, tu chantais en anglais à ce moment-là. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'était par influence de la Jamaïque Ouais, c'était l'influence surtout quoi. Ouais. C'était surtout l'influence, les sonorités, on voulait que ça sonne un peu pareil. Donc c'était plus influence jamaïcaine à la base. Cette période-là, c'est que jusqu'à maintenant en fait, tu vois, on comprend pas vraiment l'anglais. Donc c'est vraiment la vibes. Ah, c'était la vibes. C'était la vibes, vraiment à 100%. Bon, maintenant je comprends mieux, donc ça va. Tu m'as dit que t'as 16 ans? Ouais, j'avais 16 ans là. 16 ans, tu vois, on n'est pas de ouf en anglais. Ah non, j'étais pas bon. Ah ouais, c'était de l'anglais banane. Non, c'était pas de l'anglais banane, mais bon. Franchement, je maîtrisais pas encore du tout. Ouais. Du tout. C'est après des années, à force d'y aller et tout, que c'est venu, mais... C'est si bien qu'il y a beaucoup de morceaux que j'écoutais à l'époque que c'est maintenant quand je les réécoute que je les comprends. Quoi. Ok, d'accord. Et ce morceau-là, il pète. Jusqu'à maintenant, c'est un classique, tu le mets dans des soirées, les gens. Mad. Tu vois. Et donc, entre tes 16 ans et ton premier album, donc le premier album, c'est en 2001. Ouais, le premier album au niveau national. National, ouais. D'accord, oui, parce qu'il y avait. Elle avait le premier, et la question que je me pose, c'est comment tu passes de. Ok, parce que là, il est sorti chez Sony, je crois. Ouais. Qui est quand même un gros label. Ah, c'est une maison de disques, gros label. Gros mordant. Comment tu passes de America à Sony, surtout à cette période-là en fait? Ah, mais ça a pris du temps parce que America c'est sorti quoi en 96, 97 à peu près, ouais, à peu près. Et le premier album il est sorti en 2001. En France, ouais. Donc je suis parti en France, j'ai fait 1 an d'abord avant de chanter même dans les sound systems. Je voulais observer un peu. Tu vois, je connaissais pas du tout, j'étais parti, je connaissais pas, donc j'observais, je regardais comment la scène elle évoluait plus ou moins quoi. J'étudiais un peu le terrain. Et donc tu es parti en France pour la musique. Ouais. Et par rapport à tes parents, qu'est-ce qu'ils te disent quand 17, 18, tu te dis maman, je pars en France faire des sound systems. Je voulais déjà partir avant, tu vois, mais c'était depuis l'école, je voulais y aller. Et après, ça s'est pas fait. Donc, à ce moment-là, j'ai dit là, je prends, comment on dit, je prends mes coronesses et j'y vais, quoi, tu vois. Surtout que j'arrive dans un pays que je connais pas du tout, ni de la culture, rien du tout. C'était un peu compliqué. Ok, d'accord. Ouais, surtout la température aussi. Ouais, ça doit être une Jeep, puisque au début, à cet âge-là, tu tapes pas, Exactement, non, c'était dur au début, c'était dur. Mais bon, grâce à la musique, justement, j'ai réussi à rebondir. Bon, après, quand j'ai commencé à faire des sound systems là-bas, ça a bien pris, justement, ça a bien pris direct. Et après, on a été approché par Sony. C'est eux qui vous ont approché. Comment ils t'ont vu en sound system? En sound system, en fait, je travaillais avec Boussad à l'époque de Sekel. Et c'est avec lui que je bougeais. Et c'est lui qui avait décidé qu'on allait faire un truc ensemble et tout. Moi, j'étais toujours dans l'exploration du terrain, toujours en train d'essayer de capter un peu... Les messages en fait, de voir comment les gens ils captaient les messages surtout. Donc j'ai en observation et bon pendant ce temps lui il était dans le business donc ça a bien servi
Et c'est lui qui m'a fait en fait faire cet album, le Yon Payon, et on l'a signé en licence là-bas. C'était chez Small en fait, qui était responsable de la black music. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que du coup tu signes pour cet album Yon Payon, sur lequel il y a le gros classique La Caraïbe. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Parce que chacun sait que Martinique, Guadeloupe ou Guyana, la situation empire, ça devient incontrôlable. Qui est pour moi, genre, je pense, pour ma génération, mais je pense en général, l'un des top 3 sons reggae martiniquais, tu vois. Il y a ça, il y a des morceaux, il y a Pamoli, il s'était en machin. Mais La Caraïbe, c'est vraiment, tu vois, en plus ça arrive au tournant du millénaire, etc. Machin. Début. Tu vois, comment, déjà, d'où vient l'inspiration pour ce morceau? T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai dans la vingtaine, 20-21, quoi, à peu près. Tu vois, c'est toujours plus ou moins jeune, bon, t'es déjà un adulte, plus ou moins. D'où vient l'inspiration pour la thématique qui est toujours d'actualité jusqu'à maintenant? Ben, c'est le fait d'arriver là-bas et de me dire que justement, je ne suis pas chez moi et d'accepter le fait que je ne sois pas chez moi. Donc, bon, je me fais tout petit, quoi, plus ou moins. J'observe et je tiens, quoi. Et jusqu'à ce que je redescende chez moi et je constate que c'est comme ça qu'ils veulent qu'on vive aussi ici. Ok. Donc c'est bizarre, quoi, tu vois. Je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas là dans ce truc-là. Donc c'est ça qui m'a amené à la réflexion de, mais en fait, on n'est pas chez nous, quoi. Ok. On n'est pas chez nous. Il y a eu l'abolition de l'esclavage, ils ont aboli l'esclavage, mais ils nous ont jamais dit, gars, tenez le pays, il est à vous, ou bien quoi que ce soit, quoi. Nous, on nous a pris en Afrique, on nous a amenés ici pour travailler en tant que main-d'œuvre, quoi. Donc c'est toute cette réflexion-là qui m'a amené à faire, à penser à faire un morceau sur ça pour essayer d'ouvrir la conscience tout simplement du peuple martiniquais sur notre conditionnement en Martinique. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, mais ici c'est chez nous, grand-papa m'a goût même pour ici, ou bien comme ça, on dit, ouais, mais est-ce que tu as une terre ici pour dire que tu es chez toi? Demain, quelqu'un comme Marine Le Pen passe au pouvoir et puis tu te dit dehors, qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu vois ce que je veux te dire? C'est déjà cette réflexion que tu avais à... Ah ouais. Mais c'est un morceau, alors c'est un tube. Ouais, ça fonctionne bien, etc. Ça a bien fonctionné. Il y a un message quand même très fort. Il n'y a pas eu de résistance vis-à-vis des médias, etc. Ou... Non, pas des médias, plus du peuple ici. Ah ouais. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le message en fait quand j'ai dit la Caraïbe ne nous appartient pas. C'est dur d'entendre ça. Ouais. Quand t'es à la radio, tu me la Caraïbe, quoi? T'es sûr? Ouais, t'es sûr. Mais moi, je suis né, j'ai grandi ici, donc je suis chez moi. Oui. Donc il faut avoir quelque chose pour être chez toi. Quel que soit l'endroit où tu vis, il faut avoir une terre. Ouais. Il faut avoir quelque chose pour dire oui, tu es chez toi, pour t'enraciner vraiment. Si t'as pas de terre, il faut regarder pour en avoir une. Il ne faut pas attendre qu'on t'en donne une ou bien dire ouais, c'est important. C'est cette réflexion-là que je voulais que le peuple y prenne. Ok, est-ce que tu sens que ça a eu un impact, puisqu'effectivement, c'est un questionnaire qui existe 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Il y a toujours ce ouais, mais il y a eu quand même un impact. Pas aussi général que j'aurais voulu que tu as planté la graine. J'ai planté une graine, mais je pense qu'il y avait déjà des graines plantées dans certains jardins. Donc on peut dire qu'avec ce morceau-là, on a juste versé un peu d'eau, on a arrosé quoi, les graines. Ok, d'accord. Et cet album-là, Yon Payon, il y a La Caraïbe. C'est sur celui-là qui est assez Pokosa? C'est Pokosa, c'est dessus aussi. Il y a aussi Ça me fait mal au cœur. Mal au cœur, il y a Jusqu'où l'homme va aller. Selecta, c'est sur celui-là aussi? Selecta, non, c'est sur Dancehall Preview, Selecta. Ok, d'accord. Mais cet album-là, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que le label te dit bon travail, ou bien est-ce que ils te disent bon finalement le reggae machin? Ah si, non. Franchement, ça s'est bien passé sur la promotion de l'album en lui-même. À cette période-là, on avait déjà un tourneur aussi qui était à gauche de la lune. On avait bien travaillé avec eux. On a fait des belles scènes. Okay. On a fait des belles scènes. Bon, le problème que j'ai eu avec cet album, qui n'est pas resté un problème longtemps, c'est que quand je suis arrivé avec cet album, à la FNAC, moi j'étais référencé en rock français. Ah ouais, okay. Ouais, c'est-à-dire que tu allais dans les rayons reggae, tu ne trouvais pas mon album. Ok. Est-ce que c'est une erreur C'est une erreur de la FNAC en fait. Ouais, okay. En fait, c'est une erreur de la FNAC, mais qui nous a servi parce qu'on a fait pas mal de festivals de rock aussi là-bas. Okay. Et donc ça a amené une couleur reggae dans les festivals rock là-bas aussi, quoi. Ok, d'accord. Et grâce à ça, on a fait des grosses scènes, avec des gros groupes même. Notre premier do qu'on a fait, c'était en Belgique, où il y avait Binny Man. Ça, c'est une petite anecdote. Ouais. on est sur scène, on chante, et je vois un gars qui est en train de jump up devant la scène. Je fais, waouh, le gars, il ressemble à Binny Man. Et je regarde bien, je vois que c'est Binny Man, Little Cœur, qui était là avec tout le Shocking Vibes, en fait, qui jouait après. Ouais.
Mais comme ils sont arrivés avant, ils sont venus prendre la vibe. Ils étaient en train de jump up devant la scène. Je me fais, mais non. Ah, ça doit être une grosse expérience. Ouais, c'était une grosse expérience, surtout qu'après, lui, il faisait son show. Donc, moi, le temps de descendre, ils étaient déjà installés. Ils avaient déjà commencé plus ou moins, puisque ce sont des scènes. Dès que tu termines là, tu as une autre qui démarre à côté. Ok, d'accord. Tu vois, donc ça se suit. Et à la fin de son show, il y a Buju qui se prépare à monter sur scène. Et je vois Billy Man qui fait un gros check comme ça. Donc je me retourne, je croyais que c'était Buju qui était en train d'interpeller. Il lui arrive sur moi, il me check, il m'a dit « pas de show et tout ». Je fais « non ». Ah ouais, et t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais dans les 25 ans à peu près. Ouais, ça doit... Parce que c'est des gens et encore, peut-être un peu plus jeune, quoi. Ah ok, d'accord. Donc vraiment, ça doit te faire Ah ouais, non. Ouais, ça te donne un bon coup de boost, quoi. Tu vois, justement, ce sont des gars que t'écoutes depuis des années, depuis que t'es tout petit. Et pendant ton show même, tu le vois en train de jump up. Et après le show, il vient te check. Non, franchement, super cool. Et c'est un gars qui est vraiment cool parce que je l'ai recroisé en Jamaïque, mais croisé vraiment. Après le Reggae Sunfest ou bien un truc comme ça. Et en se voyant comme ça dans la rue, lui il traverse, il vient me check, bam, et puis il continue son show. Ouais, Billy Man. Il est super cool, super cool. Ah, mais c'est parce que souvent on a vu les Jamaïcains. Non, pas tous. Pas tous. Oui, il y en a certains, ça doit être compliqué. Mais pas tous. Ok. Et une question que je voulais te poser aussi, c'est sur cet album-là, et même sur tes morceaux en général, on remarque qu'il y a cette volonté, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas, mais de chanter en français. Oui. Et c'est un débat que j'ai très souvent sur ma chaîne YouTube. Ouais, mais là par exemple, on a sorti le teaser d'un film, on a fait avec des Guadeloupéens, où il y aura Admiralty, Sadi, Guavana, etc. Et l'une des réflexions qui revient le plus, c'est non, mais vous parlez français, c'est pas bon, machin, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il y a cet amour de la culture, il faut parler créole, etc. Et c'est ça. Et pourquoi toi, très tôt, en fait, tu t'es dit que tu allais faire. Il y a du créole, c'est Poco ça, etc. Ou bien le troisième couplet de la Caraïbe, il est en créole aussi. Complètement. Pourquoi cette envie de chanter en français ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je me dis que si je chante en français, tout le monde va comprendre. Ouais. Si je chante en créole, il n'y a que ici qu'on va comprendre. Ok. Et alors que les messages que je veux passer, je veux que tout le monde comprenne. Ok. C'est tout simplement pour ça. Ok, donc simplement tu t'es dit effectivement je veux être compris du plus grand nombre. Oui. Mais est-ce que c'est... Surtout que les morceaux que j'écris, en fait, il y a un message derrière. Voilà. Ce que j'allais te demander, est-ce que c'est une réflexion commerciale? Non. Une réflexion de je veux qu'on comprenne le message. Je veux qu'on comprenne le message. Bon, sinon, si c'était pour juste faire du commercial, je pense pas que j'aurais fait du reggae, quoi, par exemple. C'est clair. Tu vois, donc c'est un choix par rapport au style musical. Donc de se faire comprendre. Et ensuite, j'ai eu la chance de connaître un artiste du Nigeria qui était très militant, qui s'appelait Fela. Fela Nicolas Pokoti, qui était le bras droit de Malcolm X à l'époque. Et à la mort de Malcolm, il est redescendu au Nigeria. Et c'est lui le créateur de l'Afrobeat. Ok. C'est Fela. Ok, d'accord. D'où le nom Odoa aussi, qui vient du Nigeria. Ok, d'accord. Tu vois, ça veut dire fier d'être noir. C'est en Yoruba. Ok, d'accord. Et avec lui, tu as eu cette réflexion sur la langue? Sur la langue, parce que lui, quand il est redescendu là-bas, il pouvait chanter dans sa langue maternelle, le Yoruba, justement. Et non, il faisait exprès de chanter qu'en anglais. Ok, pour que le maximum de gens puissent comprendre. Voilà. Ok, d'accord. Donc, effectivement, c'est mais souvent, on a cette réflexion-là, les gens disent non, mais en créole, on peut regarder Kassav. Si, mais on peut largement. En plus, le créole, il est, pour la musique, il swing carrément plus. Donc c'est un challenge, quoi, mine de rien, de réussir à faire sonner la langue française en musique. Parce que la langue française, c'est particulier. Ouais, c'est très rigide. C'est très rigide, c'est très saccadé aussi. Donc c'est assez particulier. Donc c'est une sorte de double challenge. Ok, d'accord. Et une autre question importante, quand j'ai lancé ma chaîne, moi j'aime beaucoup le reggae. Quand j'étais petit, on écoutait du reggae autour de moi, donc j'entendais du reggae. C'est clair. Et la question que je me pose surtout en Martinique et en Guadeloupe, je sais pas si tu reviens souvent ou pas. Ah oui, toute la famille est ici. Mais parce qu'en fait, il y a cette impression que tu n'entends plus de reggae à la radio depuis quand même assez longtemps. Si c'est pas Sahel, c'est compliqué. Tu vois, un artiste comme toi, tu as fait, j'ai lu que tu as fait genre 800 scènes dans ta vie. Plus que ça. Je regarde même, maintenant c'est les stats internet qu'on regarde. Tu as des clips qui ont des 30 millions de vues, 20 millions de vues, 500 000, etc. par-ci par-là. Et on n'entend pas par exemple Rouge Jaune Vert qui a 30 millions de vues, on n'entend pas en radio, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre la Caraïbe et même d'autres, parce que c'est Poco ça, tout ça c'est en radio que je les ai entendus, moi j'avais pas internet, etc. Mal au cœur même, ça me fait mal au cœur, il y a même le clip qui passe, exactement. etc. Pour la
qu'est-ce qui se passe entre ça et, disons, allez, 2010, 12 ou boum, plus de reggae quoi? Moi, je pense qu'il y a eu un moment où le mouvement lui-même, les gens ont douté en fait. Les gens du mouvement, tu veux dire? Ouais, les gens du mouvement même, ils ont douté, qui fait que bon, le public il était là. Et il y a eu un moment aussi où, quand la masse a voulu suivre, il y a eu une sorte de discrimination dans les sound systems même. C'était, waouh, toi on t'a jamais vu, tu vois. Donc ça a fermé des portes, moi je trouve. Ok, donc c'était le sound system dans le sound system. Dans le sound system même. Ça a fermé beaucoup de portes. Donc tous les nouveaux qui arrivaient, enfin on les regardait de haut, des trucs, c'était pas vraiment convivial, quoi. Ça donnait pas envie de venir. Tu vois, ça te mettait mal à l'aise, quoi, mine de rien. Mais en Martinique ou en France? Non, en Martinique, c'est différent. En Martinique, c'est, pour moi, ça fait depuis le début de l'arrivée du reggae ici, il y a toujours eu des clashs entre le reggae et le zouk, jusqu'à ce que, après, ça va, qu'ils arrivent à s'entendre et à faire des morceaux ensemble en commun. Ouais. Mais ça a été dur. Hein. Ok. Ça a été très dur. Au début, c'était la guerre. Hein. Les zoukers, quand ils parlaient du reggae, enfin du raga à l'époque, c'était du bruit qu'ils disaient qu'on faisait, quoi. Ouais, mais il y a toute une génération où on disait, mais non, bah, les ragamuffins là, machin, ça pas bon, etc. Bah, moi, je fais partie de ceux qui étaient là au début, hein, justement. Donc, on l'a vécu, on ne nous a pas raconté, on l'a vécu. Parce qu'effectivement, tu vois, vous avez quand même réussi à vous imposer. Heureusement. Et après, tu vois, ça avait ça. T'as eu Yanis Odua, Sahel, même Striker, qui sont Arrête de mentir, etc. Ah ouais, il a fait des gros tunes. Enfin, ils ont fait des gros tunes, grave. Et puis boum, on a perdu un truc. Est-ce que toi, tu te l'expliques ou tu te dis c'est dommage? Non, en fait, pour moi, c'est la nouvelle génération qui a été inspirée par un autre style, quoi. Tu vois, après, il y a eu la trappe, il y a eu, enfin, le hip-hop a commencé à vraiment devenir national même. Ouais. Donc, à passer en radio. Donc, il y en a qui se sont détournés sur le hip-hop à 100%. Ils voulaient passer en radio ou des trucs comme ça. Et après, il y a la trappe qui est arrivée, qui fait le mélange entre les deux, justement, qui a un groove différent encore du hip-hop. Tu vois, t'as la lourdeur du kick, t'as la lourdeur de la basse, tout ça, bon, ça nous parle plus facilement, quoi. Ok, d'accord. Donc tu penses que c'est de nouvelles tendances qui sont... Ce sont de nouvelles tendances. Pour moi, ce sont des nouvelles tendances. Après, ça continue avec la nouvelle génération. T'en as qui sont intéressés par le reggae et la dancehall de la même manière. Hein. Mais c'est un peu marginalisé, tu vois. C'est un peu les connaisseurs qui... Exactement. C'est un peu la musique marginale, quoi. Mais c'est une musique que j'aime énormément parce qu'elle évolue avec notre temps, quoi. Ouais. C'est vraiment un reflet du temps qu'on vit. Mais ce qui est intéressant avec le reggae, je ne sais pas si c'est pour ça que tu as choisi d'en chanter, c'est qu'il y a ce côté festif aussi, ce côté vrai, mais il y a aussi une grosse porte d'éducation, je trouve. Bien sûr. Quand tu écoutes du reggae, on te dit ne bois pas de crack, ne sois pas Batman. Exactement. Il y a une ligne de conduite, en fait, tu as un suivi, tu sens que ce sont des gens qui sont intéressés pas que par leur propre personne. Justement, ils ont des idées qu'ils partagent pour pouvoir élever tout le monde autour d'eux, quoi. Donc le peuple en lui-même. Et quand tu as décidé, alors toi tu as décidé de partir en France tôt, genre 18, etc. Mais il y a une période où effectivement j'ai trouvé que beaucoup de chanteurs de reggae sont partis en France. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de reggae au pays. Pourquoi cette décision de partir en France tôt? C'est par rapport au business ou bien c'est là qu'il y a des scènes ou... Comme tu dis, j'étais jeune à cette période-là, donc moi j'avais envie d'exporter ma musique, j'avais envie de vivre de ça aussi, quoi, tu vois. Et ici, à cette période-là, c'était compliqué. Quand tu faisais une prestation dans une ville, on te payait 2 mois après par chèque. Jusqu'à maintenant, c'est toujours comme ça. 2 mois après par chèque. Ok, ah, c'est tendu. Tu vois, on te donne 200-300 euros, tu fais rien avec ça, quoi. Tu payes pas ton loyer, tu manges pas, quoi. Et surtout si on te le donne 2 à 3 mois après, bon, tu vis pas de ça, quoi. Tu fais un travail et ensuite, c'est ton hobby, si tu veux. Tandis qu'en France, enfin dans l'Hexagone, il y a cette possibilité de faire des sound systems, etc. Oui, et puis bon, tu peux, comme c'est le fait que ça soit plus grand aussi, tu peux jouer plus régulièrement, quoi. Aussi. Ouais. Tu peux, enfin, l'exemple, c'est que quand l'album Moment Idéal il est sorti, en 2013, là, on a arrêté de tourner en 2018, volontairement. Ok. Et on jouait toutes les semaines. Ok. Toutes les semaines, pendant de 2013 à 2018. Non-stop. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on se dit Yanis Odua, à l'ancienne, machin, etc. Tandis que les gens ne réalisent pas qu'en fait, tu vis de ta musique sûrement plus que des gens qui buzzent maintenant. Parce que c'est le live, quoi. Yeah, mon frère, voilà, c'est le live, la scène, on est 12 sur la route. Hein. Ok, et t'as compris ça très vite que c'est le live qui aurait permis de financer ta vie, en fait. J'ai eu la chance d'avoir des bons professeurs ici. Ok.
Tu vois, avec Lévi de RMTG, quand il y avait répétition avec lui, il fallait pas bafouiller non plus. Tu vois, il y avait d'autres artistes derrière qui voulaient répéter. Donc, tu arrives, tu n'étais pas carré, tu rentrais chez toi. Quoi. Tu faisais pas perdre de temps ni aux musiciens ni aux artistes derrière. Ouais. Et ça a été une très bonne école. Et le fait d'être passé par cette école, quand je suis arrivé en France et qu'on a commencé à faire le live, ça m'a servi énormément. Ça m'a servi et le live m'a permis de toucher encore d'autres personnes. Donc, à partir de là, je me suis dit, c'est un marché, parce que de toute façon, la radio, elle ne nous joue pas. La télé ne nous joue pas. Donc, si on veut continuer à faire de la musique, on va faire de la musique pour le live. C'est pour ça que tu n'as pas souffert de tout ce qui est crise du disque, etc. Non. Parce qu'effectivement, entre Yon Pa Yon et ton album suivant, il y a une grosse période. Ton album solo. Ouais, il y a 10 ans. Tu vois, est-ce que à aucun moment tu t'es dit, je vais faire un album? Si, mais c'était pas, comment te dire, c'était pas. Entre-temps, on a sorti beaucoup de compilations. On a fait justement Dancehall Preview avec Strike Addy, Matinda, Liberty King. Il y avait qui encore dessus? Il y avait Little Espion, il y avait comment il s'appelait Curtis, celui qui a commencé avec Admiralty. Exactement, qui chantait super bien. Et d'ailleurs, tu as aussi participé à une compile classique, le Savage Rhythm. Savage, ouais. Savage Rhythm, mais qui est... Allez, je pense que c'est top 5 de tes classiques. Qui est-ce qui? Ouais. Parce que c'est vraiment un morceau pour ma génération. Ouais. Ici, il a bien fonctionné. Et alors, Make It Happen, c'est des gars d'Ozanam aussi ou pas? Ouais, Make It Happen, c'est Psycho et... Toi, t'es d'Ozanam, c'est bien ça? Ozanam. Est-ce que tu peux me parler de ce vivier d'Ozanam? Parce qu'il y a beau... Alors, il y a qui Ozanam? Il y a toi, il y a Mighty Killa. Mighty Killa, Lord Co City. Il y avait Patty Toasty, Josie Toasty, à l'époque, les Young Militants. Il y a X-Men aussi qui était dans les environs. Qu'est-ce qui fait que c'est pas une grande cité? Non, c'est pas une grande cité. Qu'est-ce qui fait que vous avez été aussi dancehall? Il y a eu autant d'artistes qui sont sortis. Mais on avait un bon sound system là-bas aussi qui était Octopus Classique. Jeezy m'en parlait. Carrément, avec Digital et Camaro, tout ça là, quand on jouait à la cité. C'était au milieu de la cité, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc ça vous a un peu influencé. Ah ouais, mais carrément, ça nous a boosté, ça nous a donné envie encore de faire d'autres choses et justement de l'exporter, quoi, de ne pas le faire qu'à Ozanam. Ok, d'accord. Et pour revenir après 2010, du coup, avant je voulais parler de la compile Terroriste, où tu as un morceau aussi qui a bien fonctionné ici. Pas fait ça encore. Comment la connexion se fait avec les gars de Genesis? Parce que c'est des gars qui ont beaucoup influencé ma génération, Samix, tout ça. C'est Samix qui m'avait contacté à cette période-là. Ok. Qui voulait m'inviter justement sur ce projet-là. Et boum. Tu es venu. Oui, naturel. Tous les trucs se font naturellement. En fait, c'est très important, surtout au niveau de la vibe, pour moi, et dans le reggae, c'est primordial, vraiment. Et donc je te disais, après 2010, tu as l'album avec Rouge Vert. Comment il s'appelle cet album? Moment idéal. Moment idéal. Alors ça par exemple, j'ai une anecdote aussi. Donc moi je suis au Festival d'Avignon en 2014, ils sont en 2013. 2013. Et tu vois, je marche dans la rue, machin, donc rien à voir avec le Festival d'Avignon, machin. Boum, je tombe sur un son de système. Mais dans la rue, machin, truc. Et c'est le son qui clôture vraiment le son de système, genre c'est l'hymne du truc, machin. Et je me dis, mais c'est Yannis Oduya, frère. Mais attends, je suis martiniquais, comment ils connaissent? Tu vois? Et par exemple, est-ce que ce morceau-là, pour revenir au média, etc., parce que j'ai cette impression, comme toi et peut-être l'autre City aussi, c'est des trucs que je vois, où vous faites des trucs dans l'hexagone vraiment big, et il n'y a pas c'est à nous ça. C'est à nous, c'est la Martinique, on va diffuser, machin. Est-ce que ça y a pas ça? Ce pont-là, est-ce que tu as essayé de construire ce pont-là? Ouh là là, plus d'une fois. Alors, à quelle difficulté tu te heurtes, par exemple? Quand j'arrive ici, on me dit ouais, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut écouter ici. Sérieux? C'est pas la première fois qu'on m'a sorti ça. Waouh! Et je trouve vraiment ça incroyable. L'album Moment Idéal, je l'ai ramené personnellement ici, au radio. Et on t'a dit? Ouais, il y a eu les commissions, on m'a dit ouais, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut écouter ici en ce moment. Waouh, c'est incroyable. Donc j'ai repris mon album, je suis reparti avec, de la même manière. Mais là, alors, c'est en 2013. Ouais. Et est-ce qu'entre-temps, c'est quelque chose que tu as réussi de faire ou bien tu te dis, bon, ben vas-y? Oui, on essaye. Une fois qu'on nous a déjà dit le truc clairement, j'ai vu, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis né, j'ai grandi ici, j'ai évolué ici. Donc, depuis que je suis parti, comme tu disais, ça, c'est toujours la même chose. On te paye quand tu viens faire une prestation. Tu sais, ici, en l'occurrence, tout ce qui est artiste reggae,
dès qu'il y a une fête de commune ou quelque chose comme ça, ou une scène, il y a une scène de montée où on invite des artistes reggae, tu peux être sûr qu'on leur donne rendez-vous à 14h. Ok. Mais tu peux être sûr qu'ils ne jouent pas avant 2h du matin. Ah ouais. Waouh, c'est compliqué. Tu vois, je comprends bon, après, c'est une culture qui vient d'ailleurs, c'est pas comme le zouk, etc. Machin. Mais malgré ça. C'est une culture qui vient d'ailleurs, tu vois. J'ai envie de dire que le reggaeton, tu vois, ils se le sont appropriés. C'est un dérivé de la dancehall. Mais on peut se l'approprier de la même manière aussi. Est-ce que tu penses que c'est mort du coup? Est-ce que là on est en 2020? Non, c'est pas mort. Il y aura plus de. Ici en Martinique, non, non, je pense pas que ça soit mort. Ils pourront pas tuer ça comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui vit, qu'on le veuille ou non, et ça évolue avec son temps. Donc après, tu as toujours des gens qui vont faire barrière, mais ces gens-là, ils seront pas là éternellement non plus. Ok, c'est sûr. Tu penses que oui, ça va évoluer, bien sûr. Il y aura des nouveaux artistes. Bien sûr. Parce que franchement, le truc que je me dis, c'est quand ça, ils sont en morceau. Boum, ça passe parce que c'est Sahel. Mais il y a eu un moment où justement Sahel, quand il sortait des morceaux, où ça passait plus. Donc oui, heureusement que ça repasse, parce que Sahel, c'est notre artiste, notre chanteur particulièrement reggae, qui est très talentueux, même au niveau de la scène. Franchement, quand il tourne avec son album là, c'était un des plus big shows. Et tu penses que, peut-être par exemple 2030, on aura un nouveau Sahel, un nouveau Yanis Odua? Ah mais il faut. Il faut. Parce que justement par rapport à cette transmission de la culture urbaine, machin, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu suis, les nouvelles générations, tu as parlé de trap? Carrément. Est-ce que des fois tu écoutes le dancehall chata? Bien sûr, j'écoute tout ça, bien sûr, puisque ça me parle aussi. C'est la nouvelle génération aussi. Donc j'écoute ce qu'ils racontent, j'écoute comment ils perçoivent la vie aussi, puisque c'est un peu une retranscription de ce qu'ils vivent, quoi. Donc si, j'écoute. Est-ce que tu as des artistes comme ça où tu te dis, ok, lui, j'aime bien ce qu'il faisait dans les 10 dernières années en Martinique, où tu te dis, non, franchement, lui là. Il y en a eu. Attends, j'ai écouté pas mal de trucs. Après, tu vois, même les sons délirants, moi je les écoute aussi. Parce qu'il y a eu tout ce combat au début de 2010 de la génération, ta génération, Foundation, etc. Yeah. Il y a une sorte de résistance par rapport à cette musique-là. Toi, c'est quelque chose où tu te dis, non, les gars, faites ce que vous voulez, ou bien. Non, c'est pas. Ouais, on est passé par là aussi. En plus. On est passé par là, donc je vais pas juger. Je vais dire, bon, les gars, selon les thèmes, je vais dire, bon, ils sont encore jeunes, quoi. Tu vois, ils ont besoin de prouver des choses. Parce que pour moi, quand tu rentres dans ces délires-là, c'est que tu as besoin de prouver certaines choses, mais. On est passé par là. Ouais. Tu vois, quand tu es tout jeune, tu as envie de t'affirmer, qu'on respecte ta manière de penser, de voir les choses. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, je ne valide pas tout. Je ne valide pas tout. Je ne vais pas cautionner non plus. Ouais. Mais ils ont le droit de le faire. C'est important. D'ailleurs, tu t'es déjà dit, comme en Jamaïque, je vais produire un artiste, je vais lancer un artiste, un jeune artiste. Ça vient. Ah, donc c'est en préparation. Ça vient. Très, très bientôt. Il est là déjà. On est en train de préparer son album. Dans le reggae, toujours. Dancehall, reggae. Lui, il est très fort. Il touche à tout. Ok, d'accord. Et là, ton dernier album qui est sorti, c'est celui la pochette, j'aime bien. C'est Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est celle où il y a le gars qui offre un petit coup policier là. Ouais, c'est un petit garçon qui lui, en fait, qui lui donne avec sa guitare et exactement. Qui a sa guitare et tout et c'est un CRS en fait qui a devant lui. Ouais, exactement. Dans quel vibe tu as construit entre guillemets cet album là? Quel message t'as voulu faire passer? Mais Nouvelle Donne, justement, c'est une prise de conscience aussi dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, où il y a une sorte d'oppression qui est faite par le gouvernement et par la police même. La police qui est censée être là pour sécuriser le peuple. À l'heure d'aujourd'hui, quand le peuple voit la police, c'est à ce moment-là que tu te sens plus en danger que quand tu les vois pas, quoi. Donc il y a une sorte de paradoxe. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu mettre tout ça à jour déjà et interpeller sur le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, même quand on s'exprime, on exprime souvent l'opposé de ce qu'on pense. Tu vois, tu kiffes une soirée, tu vas dire « c'était mortel ». Pour moi, un mouvement mortel, c'est quelque chose où tu t'ennuies à mourir, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu kiffes, tu dis c'est réel. Tu dis pas c'est mortel. Et il y a beaucoup de mots comme ça qui expriment l'opposé de ce qu'on pense. Et je pense que c'est pas fait par hasard. La puissance du verbe, ça a un effet sur nous aussi, quoi. Donc tu penses à tout ça quand tu écris tes mots, etc. Ok, d'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la culture rasta, surtout au pays.
quand tu as commencé à chanter, tu n'étais pas encore dans cette culture-là. Non, quand j'ai commencé, non, du tout. Et est-ce que quand tu t'es dit, ok, maintenant, Rastafari, les locks, etc., machin, c'était compliqué aussi à cette période-là? Compliqué ici. Ici, ouais. Mais en France, c'est moins compliqué du coup? Oui, en France, c'était moins mal perçu déjà. Parce que ici, quand tu avais des locks à l'époque, tu rentres dans n'importe quelle boutique, tu disais bonjour, personne ne te répondait, on ne te regardait pas, quoi. Tu demandais un truc, tu n'existais pas, quoi. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu tout le monde se pavaner avec les locks, j'ai fait wow. J'ai fait ouais, c'est comme ça ici. Et maintenant, tu vois, là, maintenant, même quand tu es pas Rasta, tu fais des locks, ça passe. Ouais, c'est même quand tu vois cette évolution-là, qu'est-ce que tu te dis? Que ça va avec le temps, que ça va avec le temps, mais c'était pas gagné d'abord. Bon, ce que je me dis, c'est que bon, c'est dommage qu'ils ne reconnaissent pas que ça vienne de Rastafari, parce que c'est vraiment une force. Et si ça en était intéressé, ils auraient appris beaucoup de choses aussi sur la culture, sur le mouvement lui-même, qui est un mouvement du peuple, mine de rien, qui nous donne une belle ligne de conduite aussi, je trouve. Et donc après, justement, je pense que c'est quelque chose, ils ont peur de ce jugement-là quand ils portent des locks. Donc direct, ce sont les premiers qui vont te dire hey, « moi pas Rasta ». C'est ça, il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai des locks, mais… » Même, ce sont les premiers qui vont te dire ça. « hey, moi pas Rasta ». Ils veulent pas entendre de « hey, mais Rasta, pour qui ça on a fait ça ?» Ok. Et du coup, là maintenant, tu as le concert qui arrive la semaine prochaine. Mais à part ça, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce qu'il y a à venir? On a un album qui est prêt là. Un nouvel album qui est prêt. Il était déjà prêt avant le confinement, en l'occurrence. Mais bon, ça sert à rien qu'on le sorte tout de suite, puisque bon, on va pas pouvoir le promotionner, le défendre. Tu vois, on avait une tournée qui commençait en début d'été, qui a été annulée aussi. Et on devait tourner un peu avant aussi. Bon, tout ça là, à cause du confinement, donc les dates elles s'annulent petit à petit. Ouais. Bon, c'est un peu, mais on a la tournée qui arrive en 2021 là. Okay. À partir de février 2021. Okay. Jusqu'à la fin de l'année déjà. Et qui est prêt ça sur ton Instagram, etc. N'hésitez pas. Surtout. Et tout ce qui est promotion digitale, tout ça, tu as réussi à t'y mettre facilement, mais tu étais en mode non, mais heureusement, je travaille avec des équipes, quoi. C'est pas mon truc du tout. Là. Quand je dis que c'est pas mon truc, c'est que ça m'a dégoûté, en fait. Tu vois, il y a des gens qui n'existent que par ça. Clairement. Que par ça, alors que dans leur vie, enfin, ils se sont créés un avatar et ils vivent par rapport à travers leur avatar, quoi. Okay. Et dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas d'amis, ces gens-là. Ah, tu préfères garder tes distances. Ouais. Je préfère vivre le vrai truc, surtout. Mais c'est vrai que, techniquement, ta carrière, c'est un peu ça, c'est tout ce qui est business, digital, machin, etc. Buzz. T'es pas trop dans le buzz, non, ça... Mais tes scènes, elles sont là, elles sont remplies. Voilà, je préfère vivre le vrai truc, vraiment. Et si tu devais, par exemple, toi qui as maintenant, allez, 30 ans de carrière? Ouais, 32 ans de carrière. 32 ans de carrière. Ouais, 88. Si tu devais dire vite fait un conseil à la nouvelle génération ou aux jeunes artistes, ce serait, si vous aimez ça, faites-le à fond, mais ne laissez pas le business prendre le dessus sur l'amour de la musique. C'est le message que je passerai à la nouvelle génération. Est-ce qu'à un moment tu as eu peur, même si tu n'es pas business machin, est-ce qu'à un moment tu te dis, qui ça m'a fait là, les gars? Si. J'abandonne, je vais faire de la peinture ou... Complètement. À un moment je me suis dit ça. Ça c'est après avoir fait le label Legalize It avec Dalton, Shaika et Matilda. Quand on a arrêté ça, je me suis dit, wow, je vais peut-être aller travailler avec les bêtes parce que je suis aide-soignant d'animaux sauvages en fait. Okay. Donc, j'avais une réserve en Tanzanie là, qui chaque année m'envoie mon mail pour me dire on t'attend, tu nous as dit que tu fais ta musique mais on t'attend. Donc à cette période là je me suis dit ouais, vas-y, je pars là-bas. Et puis après de fil en aiguille justement grâce à la demande du public encore, Dieu merci, merci au public, parce que ce serait pas vous, j'aurais pas fait de musique. C'est un super mot de la fin, je trouve, grâce au public et grâce à l'amour de la musique. N'hésitez pas à suivre Yannis Odua, la légende du reggae, suivre ses trucs, ses lives, aller streamer sa musique, parce qu'on dit beaucoup streamer pour les jeunes artistes, mais vous pouvez aller streamer aussi pour les jeunes. Moi, hier, j'ai réécouté Yon Payon. Yeah, ça me fait mal au cœur. Ça, c'était de la musique, tu vois. Je m'en compte là maintenant, je vais avoir ce l'année prochaine, je me dis, c'est ça de la musique, les gars, comme nos parents là, c'est... On cherche justement à musicalement en sortir le meilleur à chaque fois. Tu vois, après, il y a toujours mieux. Hein. Ouais. Mais nous, quand on travaille dessus,
il faut qu'on soit satisfait. Et pour être satisfait, bon, on met du temps des fois. C'est pour ça que ça prend du temps. Ok. Ça prend du temps, mais n'hésitez pas, ça va sortir très bientôt. Suivez l'actualité. N'hésitez pas pour le concert mercredi prochain, c'est le 26, c'est ça? Le 26. 26, je pense que l'interview sera sortie entre temps. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des messages, il y a 30 ans de messages à laisser sous ma vidéo. 32 ans. 32 ans. C'est le spectacle et Yannis Odua. Vous parlez inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.